Peut-on vraiment étrangler un peuple qui refuse désormais de vivre à genoux? C'est la question qui, telle une ombre, plane sur le Burkina Faso depuis que ses voisins côtiers, sous l'impulsion discrète mais déterminée des grandes puissances occidentales, ont déclenché un blocus économique sans précédent. Nous sommes en l'an 2023, et le Sahel tout entier vacille sous la menace de l'asphyxie. Mais, contre toute attente, cette tentative de soumission va se transformer en une leçon de résilience, d'ingéniosité et de solidarité qui redéfinira l'avenir de toute une région. Pour bien comprendre l'ampleur de cette crise, il faut remonter aux racines du blocus. Jamais, dans l'histoire contemporaine de l'Afrique de l'Ouest, un tel étranglement économique n'avait été orchestré à cette échelle, ni avec une telle froideur. Il ne s'agit pas simplement de fermer des frontières ou de retarder quelques camions. Non. C'est un verrouillage complet des points d'accès au monde extérieur, une coupure brutale de tous les échanges, un pari cynique sur la faim, le désespoir et la reddition d'un peuple dont la seule faute est d'avoir voulu reprendre le contrôle de son destin. Pour illustrer, rappelons-nous d'autres blocus historiques. Il y a plus d'un demi-siècle, le blocus de Berlin par l'Union soviétique avait plongé la ville dans une crise existentielle. Mais au lieu de s'effondrer, Berlin-Ouest s'était organisé pour survivre grâce au célèbre pont aérien, où chaque avion, chaque cargaison de charbon devenait un acte de résistance. De la même façon, le blocus du Burkina Faso entendait imposer la famine, mais il a fini par révéler une force insoupçonnée et une capacité d'adaptation remarquable. Le plan initial était limpide. Affamer la nation, forcer la reddition du capitaine Ibrahim Traoré, en fermant toutes les frontières terrestres et en coupant l'accès à la mer. Par ce geste, les puissances étrangères espéraient faire plier un peuple debout. Mais c'est ignorer l'histoire africaine, tissée de résistance, de créativité et de lutte pour la dignité. Dès les premiers jours du blocus, la vie de centaines de milliers de familles bascule. Prenons l'exemple de Kofi, père de famille à Cotonou, dont l'existence dépendait du trafic routier vers le Sahel. Pendant 30 années, il a vu défiler les camions transportant riz, machines agricoles, médicaments et espoir vers les terres reculées du Burkina Faso et du Niger. Mais du jour au lendemain, tout s'arrête. Les entrepôts se vident, les camions s'alignent, immobilisés sous le soleil brûlant, la rouille s'installe, et le silence remplace le grondement des moteurs. Kofi voit s'évaporer 3 décennies de travail, sa fille quitte l'université, et ses chauffeurs migrent, contraints de chercher fortune ailleurs. Ce n'est pas un simple revers économique. C'est une guerre sourde, menée avec des armas silencieuses, mais d'une efficacité redoutable. Les élites locales, sous prétexte de défendre la démocratie ou la sécurité, sacrifient leur propre peuple pour satisfaire des intérêts extérieurs. On entretient la croyance que le Sahel ne peut survivre sans la mer, que le destin de millions d'hommes et de femmes dépend éternellement de corridors dictés de l'étranger. Mais la géographie, aussi cruelle soit-elle, n'est pas une fatalité. À chaque fois dans l'histoire où une puissance a tenté d'étrangler son voisin, la créativité humaine a trouvé des voies de contournement. Souvenons-nous du blocus de Cuba par les États-Unis durant plus de 60 ans. Malgré l'isolement, les Cubains ont inventé, adapté, survécu, brisant le mythe de l'impuissance. Pour l'Occident, la logique du blocus est simple: couper le souffle du Burkina Faso, isoler le Sahel, reprendre la main sur des ressources vitales. Mais cette logique oublie que derrière chaque sanction, il y a des milliers de Kofi, des familles entières poussées vers la précarité, des entrepreneurs jetés dans l'incertitude, et une jeunesse privée d'avenir. Le danger est immense. Pour le Sahel, c'est la famine, la ruine, la dépendance éternelle. Pour le Bénin, c'est la perte de ses recettes de transit, la disparition d'emplois, l'effondrement du tissu économique local. En croyant étrangler le voisin, on se condamne soi-même. Toute l'Afrique de l'Ouest paie le prix de décisions prises à des milliers de kilomètres, dans des bureaux climatisés, loin des réalités vécues à Ouagadougou ou Cotonou. Pourtant, cette fois-ci, la limite est franchie. Plutôt que de plier, le Sahel choisit la riposte, la réinvention et la conquête de sa souveraineté logistique et politique. Une révolution silencieuse se met en marche, bouleversant l'ordre établi.
C'est dans ce contexte qu'émerge la figure d'Ibrahim Traoré, jeune capitaine devenu chef d'État, qui incarne l'espoir d'un renouveau africain. Plutôt que de céder à la fatalité, il engage son pays sur la voie de l'autonomie, de l'innovation et de l'intégration régionale. À la surprise générale, alors que les puissances occidentales misaient tout sur l'asphyxie du Sahel, un acteur inattendu bouleverse la donne, le Togo. Refusant de jouer le rôle du geôlier, le président togolais ouvre les portes du port de Lomé, seul port en eau profonde de la région, bravant les pressions et les menaces. Ce geste, d'apparence modeste, change la carte logistique ouest-africaine du tout au tout. En quelques semaines, le trafic de marchandises entre Lomé et Ouagadougou bondit. Les convois affluent, la route se réveille, des milliers d'emplois renaissent. L'économie togolaise s'envole, celle du Bénin s'effondre. C'est le revers d'un pari risqué. En fermant la porte, on perd la clé du commerce régional. Mais la véritable révolution ne se limite pas à la réouverture d'un corridor. Sous l'impulsion du Burkina Faso et de ses alliés, naît le concept de port sec. Désormais, le port de Lomé s'étend symboliquement et administrativement jusqu'au cœur du Burkina Faso, abolissant les frontières, fluidifiant les contrôles et sécurisant le transit des marchandises. Concrètement, cela signifie que les camions, une fois scellés à Lomé, franchissent les frontières sans subir les raquettes, les files d'attente interminables ou les détournements. Les accords de transit, les scellés électroniques inviolables, la numérisation des contrôles, tout est pensé pour garantir l'intégrité des flux et la sécurité des marchandises. Prenons l'exemple d'un convoi de 100 camions transportant du riz, du sucre et des médicaments. Autrefois, ce convoi aurait mis 10 jours pour rejoindre Ouagadougou, avec des pertes, des retards et des coûts supplémentaires. Aujourd'hui, grâce aux corridors sécurisés, ce même convoi arrive en 3 jours, sans perte, sans corruption. Les économies réalisées sont investies dans les écoles, dans la santé, dans le développement local. Ce basculement logistique bouleverse la répartition des richesses. Les taxes, qui profitaient jadis aux intermédiaires côtiers ou à des firmes étrangères, abondent désormais les caisses des États sahéliens. Pour la première fois, le Burkina Faso récolte pleinement les fruits de son commerce, sans dépendre de l'aval de ses voisins ou de sociétés occidentales. Ce n'est plus qu'une affaire de chiffres, c'est une question de dignité retrouvée. Le corridor togolais devient le symbole d'une solidarité régionale inédite. Des accords bilatéraux naissent, des plateformes de coopération voient le jour et une intégration économique profonde s'installe entre le Togo, le Burkina Faso et d'autres nations sahéliennes. Cette dynamique rappelle l'exemple du transsibérien en Russie au XIXe siècle. Construire une ligne logistique autonome, c'est s'arracher à la dépendance, c'est affirmer sa souveraineté, c'est créer un espace de prospérité à l'échelle d'un continent. Cependant, ce succès a un coût pour les autres acteurs régionaux. Tandis que le Togo prospère, le Bénin s'appauvrit. Les ports béninois, autrefois animés, se vident. Les recettes douanières s'effondrent, des milliers de travailleurs perdent leur emploi, et l'économie locale plonge dans la crise. C'est le prix amer d'avoir préféré l'exclusion à la coopération. Le Burkina Faso, lui, n'est plus spectateur. Il choisit, il négocie, il décide. À travers ce nouveau corridor, toute une région reprend son destin en main, refusant de voir ses ressources captées par quelques intérêts étrangers ou par les anciennes routes coloniales. Mais cette renaissance logistique, économique et politique soulève de nouveaux défis. Le corridor, devenu artère vitale, aiguise les convoitises et attise les menaces. Sécuriser cette route, protéger les marchandises et les personnes, devient une priorité absolue. C'est ici qu'intervient la militarisation de la logistique, une réponse audacieuse et inédite. Imaginez une colonne de plus de 500 camions, escortés sur des centaines de kilomètres par des soldats burkinabés et togolais. Au-dessus, des drones surveillent, 24 heures sur 24, anticipant embuscades et attaques. Ce dispositif consacre la naissance du serpent de fer, une artère logistique ultra sécurisée, symbole d'une Afrique sahélienne qui refuse de plier. À chaque passage, le convoi transporte plus que des marchandises. Il porte l'espoir,
la preuve vivante d'une résilience inédite. Au cœur du système, l'armée burkinabé déploie une efficacité redoutable. Les stratégies sont pensées par des Africains pour des Africains. Les pilotes de drones et les techniciens sont formés localement, adaptant les technologies au terrain, innovant face aux défis. Chaque incident est analysé en temps réel. Chaque attaque repoussée devient une leçon pour renforcer le dispositif. Prenons le cas d'Amadou, ancien chauffeur routier devenu soldat économique. Il risque sa vie pour l'approvisionnement du pays, mais il n'est pas seul. Dans chaque cabine, la peur cède la place à la fierté. Tous participent à un effort national, où l'intérêt collectif prime sur l'individuel. L'indifférence s'efface, remplacée par la dignité retrouvée. À chaque étape, les villages s'animent au passage du serpent de fer. Les marchés se remplissent, les écoles rouvrent, la vie renaît. Ce n'est plus la dépendance aux ports lointains, ni la soumission à des décisions étrangères. C'est l'affirmation éclatante d'une souveraineté retrouvée. Les communautés locales, jadis isolées, s'organisent pour protéger et entretenir ces nouvelles artères vitales. Le pari était risqué. Sans cette militarisation, le corridor s'effondre, la famine menace, la défaite est inéluctable. Mais avec cette organisation inédite, l'indépendance s'installe. Elle est gagnée par l'intelligence collective, la technologie et le courage. Au Sahel, la victoire logistique ne se mesure pas seulement en tonnes de vivres, mais en jours de liberté arrachés à l'histoire. Le serpent de fer n'est pas juste un convoi, c'est la preuve que la créativité africaine peut transformer une faiblesse géographique en force irrésistible. Déjà, d'autres nations observent, prêtes à repenser leur propre souveraineté, à militariser, non pour attaquer, mais pour défendre la paix et la dignité de leur peuple. Pourtant, cette victoire logistique ne marque qu'une étape. De nouveaux défis s'annoncent, exigeant une adaptation constante. Par exemple, la maintenance des équipements, la formation continue des équipes, l'adaptation aux menaces hybrides, autant de chantiers qui mobilisent les énergies de toute une génération. Et si le modèle du port sec du Burkina Faso devenait le standard pour toute l'Afrique? Cette question, loin d'être une simple provocation, incarne un possible point de bascule pour le continent. À Ouagadougou, l'impensable s'est réalisé. Ce pays, longtemps victime de sa géographie enclavée, a transformé sa faiblesse en force. Jadis condamné à dépendre des ports étrangers, le Burkina Faso est désormais un nœud logistique régional. Le port sec n'est pas un simple entrepôt. Il attire camions, conteneurs et investisseurs venus de tout le Sahel, devenant une plaque tournante d'opportunités. Les effets sont immédiats. Les recettes douanières, le transit et les taxes ne s'évaporent plus vers l'étranger. Elles alimentent désormais les caisses de l'État burkinabé. Grâce à ces ressources, on construit de nouvelles écoles dans les villages, on équipe l'armée, on protège l'économie nationale contre les secousses du dollar ou de l'euro. Chaque conteneur franchissant la frontière renforce la dignité des familles burkinabées. Le port sec prouve qu'on peut briser les chaînes du passé. Ici, la souveraineté cesse d'être un mot creux. Elle devient réalité quotidienne. Les règles du jeu ne sont plus dictées depuis Paris, Washington ou Bruxelles. Elles sont pensées à Ouagadougou, Niamey, Bamako, dans la langue et selon les priorités des peuples. 3 piliers expliquent ce succès: la solidarité régionale, l'innovation technologique, l'indépendance juridique. D'abord, l'union des pays sahéliens permet de mutualiser les risques et les ressources. Ensuite, la modernisation des infrastructures, traçabilité numérique des marchandises, sécurisation militaire des corridors, a mis fin aux détournements et aux rackets. Enfin, les États ont repris la main sur les règles commerciales, sans craindre les tribunaux étrangers. Ce modèle rayonne au-delà des frontières du Burkina Faso. Il inspire la diaspora africaine, qui voit dans cette résilience un appel à revenir, transmettre des compétences et investir. Il reconfigure l'intégration régionale. Désormais, les intérêts africains priment sur les injonctions extérieures. Le centre de gravité des alliances commerciales se déplace, du nord au sud, du passé vers l'avenir. Mais ce succès n'est pas encore consolidé. Les défis persistent: dépendance technologique, vulnérabilité aux cyberattaques,
pression diplomatique des anciennes puissances coloniales. Pour dépasser ces obstacles, des solutions concrètes émergent. Création d'incubateurs technologiques, programmes de formation en cybersécurité, alliances stratégiques avec d'autres nations du Sud global. Des exemples concrets abondent. À Bobo Dioulasso, une start-up burkinabé développe un logiciel de suivi logistique adapté aux réalités africaines, permettant de localiser chaque cargaison en temps réel, même dans les zones rurales dépourvues de connexion stable. À Lomé, une coopérative de femmes gère l'un des entrepôts du port sec, assurant la redistribution équitable des bénéfices au sein de la communauté. Sur le terrain, les changements sont visibles. Les commerçants burkinabés, autrefois contraints de vendre à perte à cause des coûts de transport, peuvent désormais négocier à égalité avec leurs homologues ouest-africains. Les jeunes, au lieu de rêver d'exil, investissent dans l'économie locale. Les familles voient revenir les expatriés, porteurs de compétences et de capitaux. Les leçons de cette révolution logistique sont multiples. Premièrement, la dépendance n'est pas une fatalité. Deuxièmement, l'innovation née de la contrainte peut devenir un modèle pour toute l'Afrique. Troisièmement, la solidarité régionale est la clé de la souveraineté économique. Pour chaque Africain, ce changement redéfinit la vie quotidienne. Les prix des denrées baissent, la qualité des services augmente, l'accès au marché s'élargit, les recettes publiques financent des programmes sociaux, l'emploi repart, la confiance renaît. Mais le plus important, c'est la transformation des mentalités. Désormais, la jeunesse se sent actrice de son destin. Les récits de dépendance s'effacent, remplacés par ceux de l'audace et de l'inventivité. Les débats publics s'animent autour des questions logistiques, technologiques et politiques, preuve d'une appropriation citoyenne du changement en cours. Prenons le cas de Mariam, jeune entrepreneur burkinabé. Grâce au port sec, elle exporte désormais ses produits artisanaux vers le Nigeria et le Ghana, sans passer par des réseaux opaques ou corrompus. Son entreprise emploie 20 personnes, dont 10 femmes issues de milieux défavorisés. Elle contribue à la dynamique économique locale et inspire une nouvelle génération de leaders. Pour rendre ce modèle pérenne, plusieurs étapes concrètes s'imposent. Premièrement, renforcer la formation technique et professionnelle afin de disposer de compétences locales dans la logistique, la cybersécurité et la gestion des infrastructures. Deuxièmement, investir dans la maintenance des équipements et la modernisation continue des corridors logistiques, pour éviter l'obsolescence et garantir la résilience face aux nouvelles menaces. Troisièmement, encourager la coopération régionale par la création de fonds communs, d'assurances mutualisées et l'harmonisation des règles douanières afin de renforcer la solidarité face aux pressions extérieures. Quatrièmement, promouvoir l'entrepreneuriat local en facilitant l'accès au crédit pour les petites et moyennes entreprises et en soutenant l'innovation dans les secteurs stratégiques. Cinquièmement, développer une diplomatie économique offensive, capable de défendre les intérêts africains dans les instances internationales et de négocier des partenariats équitables avec d'autres régions émergentes. Enfin, impliquer la société civile et les communautés locales dans la gestion des infrastructures, pour garantir la transparence, l'équité et l'appropriation du projet par le plus grand nombre. Ce tournant historique du Sahel n'est pas le fruit du hasard. Il est le résultat d'une audace partagée, d'une foi inébranlable en nos propres forces et du refus catégorique de disparaître sous le poids d'un blocus imposé pour nous faire taire. Nul miracle isolé, nul homme providentiel. C'est la force d'un peuple soudé qui a choisi de transformer l'adversité en opportunité, l'isolement en levier. L'idée du port sec, la militarisation de la logistique, tout cela ne figurait dans aucun manuel occidental. Le Burkina Faso et ses alliés ont inventé leur riposte, forgé leur propre voie. Chaque décision individuelle compte. Refuser de s'indigner ou de s'engager, c'est accepter de voir sa génération s'effacer, de laisser des décennies de stagnation, de pauvreté et de dépendance s'installer. Prendre parti, c'est refuser 50 années perdues et offrir à des millions de familles la perspective d'un avenir décidé sur notre sol. Aujourd'hui, l'Afrique écrit elle-même son histoire, non à coups de slogans, mais par des actes, alliances inédites, maîtrise des routes et des flux, solidarité stratégique.
Ce réveil n'aura de sens que s'il devient contagieux, si chacun de nous s'en fait l'écho, le défend, le transmet. La souveraineté n'est pas qu'une parole, c'est un mouvement. Elle s'incarne dans chaque main tendue, chaque voix qui refuse la fatalité, chaque esprit ouvert pour décrypter et dépasser les vieux pièges coloniaux. Les puissances étrangères n'observent pas ce basculement sans inquiétude. Déjà, des tentatives de déstabilisation émergent, campagnes de désinformation, pression diplomatique, manipulations économiques. Mais l'essentiel est ailleurs. L'histoire appartient à ceux qui la saisissent. Aujourd'hui, le Sahel a tracé la ligne. Demain, toute l'Afrique peut avancer. Transmettez ce récit, débattez-le, bâtissez autour de vous une communauté qui refuse l'effacement. L'enjeu n'est pas seulement le Burkina Faso, mais l'avenir d'un continent tout entier. La vraie révolution commence lorsqu'elle dépasse le seuil de nos maisons. Êtes-vous prêt à porter le flambeau plus loin? Le moment d'agir, c'est maintenant. Car finalement, peut-on vraiment étrangler un peuple qui a décidé de ne plus jamais vivre à genoux? L'histoire vient de démontrer que la réponse est non. Elle a prouvé, une fois de plus, que la volonté, la solidarité et l'ingéniosité peuvent vaincre même les plus puissants blocus. À nous d'écrire le prochain chapitre.